Je suis figé dans l'entrée de la maison de banlieue de mes parents à Versailles, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur le parquet luisant. Je suis venu chercher mes garçons après que ma mère a insisté pour les garder pendant que je terminais une présentation pour le travail, mais les voix provenant de la cuisine me glacent sur place. Laisse les enfants de Claire manger en premier. Léo et Hugo pourront avoir les restes. La voix de ma mère, Martine, résonne dans la maison avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui ne s'attend pas à être entendu. Ma sœur, Claire, ajoute avec un petit rire qui me retourne l'estomac, autant qu'il s'y habitue. Les enfants comme eux n'ont pas besoin de grand-chose. Mon cœur martèle mes côtes alors que j'avance de 3 pas silencieux, juste assez pour voir dans la salle à manger. Mes neveux, Manon et Lucas, sont assis à table, leurs assiettes débordant de lasagne fumante, les belles assiettes, celles que maman sort pour les grandes occasions. Mon regard tombe sur le sol de la cuisine où mes fils, Léo, 8 ans, et Hugo, 6 ans, sont assis en tailleur sur le carrelage avec des assiettes en carton en équilibre sur leurs genoux, des sandwichs froids, même pas coupés en diagonale comme ils aiment. Mon père, Gérard, lève les yeux de son fauteuil, son journal baissé juste assez pour voir par-dessus. Ils doivent apprendre leur place dans ce monde. Le temps semble se figer, la pièce se comprime autour de moi, l'oxygène se fait soudain rare. Je regarde mes garçons, la tête penchée sur leurs assiettes en carton, les épaules voûtées dans une posture que je reconnais maintenant comme de la honte. Combien de fois se sont-ils assis comme ça pendant que je travaillais? Combien de fois ai-je manqué les signes? Mes mains se mettent à trembler, la rage montant comme une force physique dans ma poitrine. Les garçons, dis-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure, prenez vos sacs à dos. 5 têtes se tournent brusquement dans ma direction. Le visage de ma mère se transforme instantanément, sa bouche s'arrondissant en un sourire éclatant et faux. Oh, nous ne t'avions pas entendu entrer. Claire redresse les couverts à côté de son assiette avec des mouvements précis, sans vraiment croiser mon regard. Les garçons ont dit qu'ils préféraient des sandwichs. Le mensonge flotte entre nous. Léo me regarde, ses yeux sombres si semblables à ceux de Julien, croisant les miens. Pas besoin de mots. La vérité passe entre nous dans cet échange silencieux, ainsi que quelque chose d'autre qui me brise le cœur, la résignation. Hugo se relève du sol, sa petite voix tendue alors qu'il demande « On peut rentrer à la maison maintenant ?» 4 mots simples qui me disent tout ce que j'ai besoin de savoir. Ce n'est pas la première fois. Gérard agite la main d'un air dédaigneux, le papier bruissant. Ils vont bien. Arrête d'être si sensible. Mon esprit pense au chéquier dans mon sac à main. Le mois dernier, un chèque de 6 500 € pour leur nouveau toit. L'année d'avant, 4 500 € de plus pour la réparation du monospace de Claire. 9 ans à signer des chèques depuis que j'ai décroché mon premier vrai travail à 25 ans. 9 ans de douce mise en garde de Julien. Il t'appelle pour l'argent, pas pour dîner. Le poids d'avoir co-signé leur hypothèque de 240 000 € pèse sur mes épaules. Combien de fois les avais-je défendus auprès de Julien? C'est juste leur façon de montrer leur amour. Ils sont de la vieille école. Vieille école. Le mot a un goût amer maintenant. Martine s'approche de moi, une tasse de café tendue comme un rameau d'olivier. Tu es toujours si pressé. Reste pour un café. Claire se glisse dans la conversation avec une nonchalance étudiée. Ce n'est pas grave. Les enfants ne se soucient pas de ces choses. Je passe devant eux pour prendre les vestes de mes filles sur le crochet près de la porte, remarquant la rapidité avec laquelle les garçons rassemblent leurs affaires. Les mouvements exercés, la façon dont Léo et Hugo a fermé sa fermeture est claire sans qu'on le lui demande. Ils ont déjà fait ça, s'échapper rapidement, silencieusement, sans attirer l'attention. Ne fais pas de scène, prévient Gérard, pliant son journal avec un soin délibéré. Tu réagis de manière excessive. Je prends une profonde inspiration, sentant quelque chose de solide se former dans ma poitrine, là où vivait autrefois l'incertitude. Nous partons. Nous ne reviendrons pas tant que vous ne pourrez pas expliquer cela. Claire observe avec des yeux plissés, son sentiment de droit quasi tangible dans l'air entre nous. Les mains de Martine s'agitent anxieusement à sa gorge, la panique montant alors qu'elle réalise qu'elle perd le contrôle du récit. La posture autoritaire de Gérard semble légèrement s'effriter alors que je refuse de reculer. Léo prend la main de Hugo, protecteur d'une manière qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir besoin de l'être envers son petit frère. Alors que nous nous dirigeons vers la porte, mon regard se pose sur les photos de famille qui bordent le couloir. Des années de positionnement subtil que je n'avais jamais remarqué auparavant,
la famille de Claire au centre de chaque cadre. Ma famille Julien, les garçons, moi toujours sur les bords, comme si nous pouvions être coupés sans que personne ne s'en aperçoive. La porte d'entrée se referme derrière nous avec un léger clic qui sonne étrangement définitif. Dans la lumière dorée de la fin de l'après-midi, avec les mains de mes fils dans les miennes, la clarté m'envahit comme une vague. Ce n'est pas nouveau, je murmure, plus pour moi-même que pour eux. J'ai juste été aveugle. Je serre leurs petites mains dans les miennes et les conduis à la voiture, loin de la maison qui ressemble soudain moins à un foyer qu'à la scène d'un long et lent crime que je finance depuis des années. Plus tard dans la soirée, à la maison, j'étais assise en tailleur sur notre lit, l'ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, mes doigts planant au-dessus du clavier. La feuille de calcul lui d'un air accusateur dans la faible lumière de notre chambre. 9 années de transactions me fixent, une trace numérique de ma propre exploitation. Julien apparaît dans l'encadrement de la porte, une tasse fumante de tisane à la camomille à la main. Il ne dit rien, la pose simplement sur ma table de chevet et observe mon visage. Le léger froncement entre ses sourcils me dit qu'il est inquiet mais qu'il n'insistera pas. Pas encore. 130 000 €, je murmure, le chiffre me brûlant la gorge comme de l'acide. 9 ans d', urgence familiale, aide temporaire. Julien s'assoit à côté de moi, le matelas s'affaissant légèrement sous son poids. Son silence est une courtoisie que je ne mérite pas après des années à rejeter ses inquiétudes. J'ouvre un autre document, celui-ci créé dans les 4 heures qui ont suivi notre départ de chez mes parents. Une liste des occasions où ma famille a refusé de nous aider. Mon opération d'urgence de la vésicule biliaire il y a 3 ans, quand maman a prétendu qu'ils étaient trop occupés pour garder les garçons. Notre déménagement dans la nouvelle maison quand le dos de papa, soudainement fait des siennes. Le séjour de Léo à l'hôpital pour une pneumonie quand Claire était inquiète que ses enfants attrapent quelque chose. Mon téléphone vibre, un texto de ma mère, tu es dramatique. Reviens demain. La main de Julien trouve la mienne, son contact chaud contre mes doigts froids. Chloé, dit-il doucement, ils ne nous ont jamais invités pour le matin de Noël, toujours l'après-midi. Cette simple observation me percute comme un boulet de démolition. Chaque Noël depuis 8 ans, on nous a toujours dit de venir après les cadeaux parce que, le matin est notre moment spécial en famille. Je n'avais jamais remis en question pourquoi la famille de Claire était incluse dans ce moment spécial en famille, alors que nous ne l'étions pas. Je fais défiler mon historique de messagerie vocale. Les messages de Gérard suivent un schéma, salutations amicales, questions personnelles rapides, puis la demande inévitable. Ma chérie, les impôts fonciers ont encore augmenté. Juste un petit coup de pouce dans notre soutien nous aiderait énormément. Soutien, comme si je leur devais une vie de servitude financière pour m'avoir élevé. Les textos de Claire révèlent un schéma que j'avais volontairement ignoré pendant des années. Des références à « ces garçons » au lieu de leur nom. Des commentaires constants sur leur apparence. Les cheveux de Hugo deviennent si ethniques. As-tu pensé à les lisser ? Des annulations lorsque nos familles étaient censées se rencontrer, toujours avec des excuses transparentes. Et puis il y a Martine, prise entre les exigences de son mari et des éclairs de conscience occasionnels. Ces messages oscillent sauvagement entre des tentatives de culpabilisation et de rares moments d'affection sincère, l'incohérence étant conçue pour me maintenir en déséquilibre et docile. Mais ce qui me glace le sang, c'est de découvrir que le nom de Gérard est toujours inscrit comme contact d'urgence à l'école des garçons, un formulaire que je pensais avoir mis à jour il y a des mois. Le poste de Claire en tant que secrétaire de l'APE, Association des parents d'élèves, prend soudain un nouveau sens. Elle a eu accès au formulaire scolaire depuis le début. Je ferme mon ordinateur portable vers minuit, mais le sommeil refuse de venir. À 2 heures du matin, je me retrouve debout dans l'embrasure de la porte de la chambre de mes fils, observant leur respiration paisible dans la lueur de la veilleuse tortue de Hugo. Ils n'aiment pas mes enfants comme ils le devraient, je murmure dans l'obscurité. Une vérité si évidente maintenant que je me demande comment j'ai pu la manquer si longtemps. Je me déplace dans notre maison avec une détermination silencieuse, décrochant les photos encadrées du mur du couloir. Sur l'une, prise lors de la fête de fin d'année de maternelle de Léo, les enfants de Claire sont au premier plan tandis que les miens sont partiellement coupés sur le bord. Une autre du dernier réveillon montre Hugo tendant la main vers un petit pain tandis que la main de mon père le bloque, le geste capturé accidentellement mais qui en dit long. Julien me trouve en train de remplacer ces photos par des photos de notre seule famille, des voyages de camping, des vacances à la plage, des barbecues dans le jardin, où les sourires des garçons atteignent leurs yeux. Il est temps de protéger nos garçons,
dit-il en me prenant un cadre en argent terni des mains. Il mérite mieux. Des larmes coulent sur mes joues, mais quelque chose a changé. La culpabilité étouffante qui m'a animé pendant des années se transforme en quelque chose de plus dur, quelque chose avec des bords assez tranchants pour couper à travers l'enchevêtrement d'obligations dont je me suis entouré. J'ai financé le rejet de mes enfants, dis-je, les mots suspendus entre nous comme une confession. Le lendemain matin, j'appelle Sarah, ma meilleure amie depuis l'université. Je dois te raconter ce qui s'est passé, je commence, ma voix plus stable que prévu. Après avoir terminé, la ligne reste silencieuse si longtemps que je vérifie si nous sommes toujours connectés. Je le vois depuis des années, dit enfin Sarah. Je ne savais pas comment te le dire. Ces mots simples, la validation que je ne suis pas folle, que je ne réagis pas de manière excessive, libèrent quelque chose en moi. En quelques heures, le soutien se matérialise d'endroits où je n'avais pas pensé à chercher, les parents de Julien offrant une aide immédiate sans poser de questions, ma collègue Camille partageant des ressources sur les préjugés raciaux dans les familles, ma patronne m'accordant des jours de congé personnel avec un regard entendu qui suggère qu'elle comprend plus que ce que j'ai jamais partagé. Le soir, j'ai pris les premières mesures concrètes, annulation des virements mensuels automatiques à mes parents, un appel à la société de prêt hypothécaire pour commencer le processus de retrait de mon nom, des instructions à la banque limitant toute nouvelle extension de crédit sous mon nom, et la fermeture du compte du fonds d'urgence familial, que j'ai maintenu pendant près d'une décennie. Chaque action apporte une victoire creuse, la satisfaction de reprendre le contrôle étant sapée par la réalité de ce qui a nécessité ces mesures. Mon corps enregistre le stress d'une manière que mon esprit ne peut pas encore traiter, des céphalées de tension qui commencent à la base de mon crâne, des insomnies qui me laissent à regarder le plafond, et une anxiété qui se manifeste par une oppression constante dans ma poitrine. Mais sous l'inconfort physique se trouve quelque chose d'inconnu, la base solide d'une limite, attendue depuis longtemps et qui prend enfin forme. 2 jours plus tard, je fixe mon téléphone pendant que le message vocal de mon père passe pour la 3e fois. Sa voix tonne à travers le haut-parleur, remplissant ma cuisine du mélange familier d'autorité et d'attente. Chloé, il y a une erreur bancaire. Le virement n'est pas passé. Rappelle-moi immédiatement. Il n'y a pas d'erreur, juste mon choix délibéré d'arrêter le paiement mensuel automatique qui a vidé mon compte pendant des années. Mon pouce survole le bouton de suppression, mais à la place, je le sauvegarde. Une preuve. Le téléphone vibre à nouveau. Ma mère. Son 4e appel aujourd'hui. Je le laisse aller à la messagerie vocale, sachant déjà quel message m'attend. La voix de Martine tremble quand elle parle, un tremblement calculé qui m'aurait autrefois fait me précipiter pour résoudre n'importe quel problème qu'elle prétendait avoir. Ma chérie, s'il te plaît, rappelle-nous. Le paiement de l'hypothèque est dû la semaine prochaine. Nous perdrons la maison si tu n'aides pas. Comment as-tu pu nous faire ça? Julien me regarde de l'autre côté du comptoir de la cuisine, son expression prudente. Ça va? Je prends une profonde inspiration, répétant la réponse que j'ai pratiquée avec mon thérapeute. Pas d'erreur, papa. Juste des limites. Les mots ont un goût étrange mais satisfaisant, comme un aliment que j'ai évité pendant des années pour découvrir que je l'adore. Je vais mieux que bien, dis-je à Julien, me surprenant de la véracité de ce sentiment. La sonnette retentit, et Hugo accourt du salon. J'y vais. Attends, je crie. Mais il est déjà en train de tourner la serrure. La porte s'ouvre pour révéler Claire debout sur notre porche, son expression un masque parfait d'inquiétude fraternelle. Mon estomac se serre. Tati Claire, s'exclame Hugo, une joie sincère dans sa voix qui me fait mal au cœur. Il ne comprend pas encore. Claire entre sans attendre d'invitation. Chloé, nous devons parler. Ça a assez duré. Hugo, s'il te plaît, va finir tes devoirs avec Léo, dis-je, en gardant ma voix égale. Il hésite, sentant la tension, puis disparaît dans le couloir. Tu ne peux pas simplement débarquer chez moi à l'improviste, lui dis-je une fois qu'il est parti. J'ai d'abord essayé ton bureau, répond-elle, comme si cela prouvait son point de vue. Ton assistante ne m'a pas laissé entrer. Camille m'avait envoyé un avertissement par texto, ta sœur est là. Je lui ai dit que tu étais en réunion toute la journée. Dois-je appeler la sécurité? J'avais été reconnaissante à ce moment-là. Je suis furieuse maintenant. Tu es allé sur mon lieu de travail? C'est complètement inapproprié. Claire écarte mon objection d'un geste de la main. La famille passe avant tout, Chloé. Tu avais l'habitude de comprendre ça.
Le rire amer m'échappe avant que je puisse le retenir. La famille passe avant tout? C'est pour ça que mes fils mangeaient des sandwichs sur le sol de la cuisine pendant que tes enfants avaient des lasagnes à table? Son visage rougit. Tu es toujours aussi dramatique à ce sujet. Maman a expliqué. Sors, dis-je doucement. Elle cligne des yeux, sincèrement surprise. Quoi? Sors de ma maison. Maintenant. Julien apparaît à côté de moi, solide et stable. Tu l'as entendu, Claire. Il est temps que tu partes. Après qu'elle soit partie en trombe, la maison semble soudain plus légère. Julien commande des pizzas pour le dîner, ce que nous faisons rarement en semaine. Nous mangeons autour de la table basse, en regardant un film que les garçons choisissent. Léo et Hugo rient plus librement que je ne les ai entendus depuis des mois. Leurs épaules sont détendues, leurs sourires atteignent leurs yeux. Plus tard, après que les garçons soient couchés, Julien me trouve à la table de la cuisine, faisant défiler des dizaines d'appels manqués et de messages. Oncle Robert demandant pourquoi j'ai abandonné la famille. Cousine Jessica se demandant si je fais une crise de santé mentale. Une notification du groupe Facebook du quartier, où quelqu'un a anonymement remis en question mes valeurs familiales. Tu sais ce que j'ai remarqué ce soir, demande Julien, en s'asseyant sur la chaise à côté de moi. Je lève les yeux du téléphone. Quoi? Je ne t'ai jamais vu te tenir aussi droite, dit-il simplement. Les larmes viennent sans prévenir, chaudes et inattendues. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, comme une soupape de pression qui se relâche enfin. Je n'ai jamais été le problème, je murmure, la prise de conscience se cristallisant. J'étais la solution qu'ils exploitaient. Julien prend ma main. Commence à tout écrire. Tout. Le journal devient mon armure. Chaque manipulation, chaque prêt d'urgence, chaque subtile offense contre Julien ou les garçons. 9 ans de transferts financiers méticuleusement enregistrés à côté de l'obligation familiale correspondante. Le schéma émerge en noir et blanc, l'argent qui sort, l'amour conditionnel qui rentre au compte-gouttes. Quand Martine demande une rencontre au Café des Marronniers 2 jours plus tard, terrain neutre, comme elle l'appelle, j'accepte, mais je suis préparé cette fois. Elle arrive avec précisément 15 minutes de retard, les yeux juste assez rougis pour attirer les regards compatissants des autres clients. Son timing est impeccable, pas si tard que je pourrais partir, mais assez longtemps pour que mon café ait refroidi et ma patience se soit amenuisée. Ma chérie, commence-t-elle, la voix basse comme pour une confidence. Tu sais ce que disent certains voisins. Nous essayons juste de garder les choses confortables. Ma main se glisse dans ma poche, appuyant sur l'enregistrement de mon téléphone. Que veux-tu dire exactement, maman? Ses yeux se tournent vers la table à côté de nous où un couple de personnes âgées fait semblant de ne pas écouter. Tu sais exactement ce que je veux dire. Tes garçons sont merveilleux, mais différents. Nous les aidons à naviguer là-dedans. Différents comment, j'insiste, ma voix stable. Martine se penche plus près. Ma chérie. Tu sais ce que disent certains voisins. Nous essayons juste de garder les choses confortables. Tu as déjà dit ça. Que veux-tu dire par confortable? Elle soupire. C'est une question d'apparence, Chloé. Nous ne pouvons pas empêcher ce que les gens pensent quand ils voient des familles mixtes. Je fais glisser le téléphone sur la table entre nous, l'écran allumé pour montrer l'enregistrement en cours. Dis exactement ce que tu veux dire, maman. Je veux que ce soit enregistré. La couleur quitte son visage alors que ses yeux se fixent sur le téléphone. Tu m'enregistres? Ta propre mère? Oui. Maintenant, explique ce que tu voulais dire sur le fait que mes enfants sont différents. Elle se lève brusquement, ramassant son sac à main. Je ne serai pas prise en embuscade comme ça. Quand tu seras prête à être raisonnable, appelle-moi. Julien emmène les garçons manger une glace pendant que je rencontre le conseiller financier. Sarah m'accompagne à la banque pour retirer mon nom des comptes de mes parents. Mon thérapeute valide les limites que j'établis, m'aidant à naviguer dans la culpabilité qui refait parfois surface. Quand Claire réapparaît à mon bureau, mes collègues créent un tampon. Camille l'intercepte à la réception pendant que Diane appelle la sécurité. Jacques me raccompagne à ma voiture après. À l'école, le conseiller rencontre Léo et Hugo, leur offrant un espace sûr pour traiter leur confusion. Vos garçons sont remarquablement résilients, me dit-il lors de notre suivi. Ils comprennent plus que vous ne le pensez.
L'invitation à dîner chez les parents de Julien est un répit bienvenu. Françoise embrasse Léo et Hugo à leur arrivée, son affection naturelle et sans réserve. Thomas emmène les garçons à son atelier après le dîner, leur montrant patiemment comment poncer du bois pour le nichoir qu'ils construisent ensemble. Je regarde depuis l'embrasure de la porte pendant que Thomas guide les petites mains de Hugo sur le papier de verre. Des mouvements fluides, mon grand. Voilà. Le contraste avec ma propre famille me frappe profondément. Pas de conditions. Pas de rappel subtil de différence. Juste de l'amour, exprimé par le temps et l'attention. Françoise me rejoint, me tendant une tasse de thé. Ce sont des garçons merveilleux, dit-elle simplement. Thomas est si patient avec eux, j'observe. Elle sourit. C'est ça, la famille. La vraie famille. Que veux-tu dire? Thomas lève les yeux de son établi. La famille, c'est un comportement, pas du sang, Chloé. Ne l'oublie jamais. La vérité de ces mots s'installe dans ma poitrine. Autour de ses grands-parents, mes fils rient sans tenue, posent des questions sans crainte et existent sans s'excuser. La dernière rencontre avec mes parents est fixée pour le dimanche après-midi. J'arrive 20 minutes en avance, utilisant le double des clés qu'ils ne savent pas que j'ai gardées. La maison est calme lorsque j'entre, mais des voix parviennent de la cuisine. Je fais une pause dans l'entrée, écoutant. Chloé devient toujours si dramatique, soupire Martine. Les garçons sont gentils, mais ils auront une vie difficile. Mieux vaut qu'ils l'apprennent tôt. Au moins, elle revient toujours avec de l'argent, répond Claire, d'une voix neutre. C'est notre filet de sécurité. La réponse de mon père me glace le sang. Les métis seront toujours un peu différents. C'est juste la réalité. Mes doigts trouvent automatiquement mon téléphone, ouvrant l'application d'enregistrement alors que j'entre dans leur champ de vision. 3 têtes se tournent vers moi, les expressions passant de la surprise à un accueil calculé. J'appuie sur enregistrer et je tiens le téléphone en l'air pour qu'ils puissent tous le voir. Parle-moi encore des métis, papa. J'écoute. Je suis debout dans l'embrasure du salon de mes parents, le téléphone serré dans ma paume. Gérard, Martine et Claire sont figés comme des biches surprises par des phares. J'ai tout entendu. Et je l'ai enregistré, je répète. Ma voix sort plus stable que je ne le ressens. Gérard se remet le premier, son visage passant du choc au dédain. Tu as mal compris ce que nous disions, Chloé. Nous parlions de la façon dont la société traite les enfants comme les tiens, pas de ce que nous ressentons. Aucune méprise n'est nécessaire. J'avance, posant mon porte-document en cuir sur la table basse. J'ai entendu exactement ce que vous vouliez dire à propos de mes enfants métis. Les yeux de Claire s'écarquillent, sa main volant vers sa gorge. Ce n'est pas juste. Tu déformes nos paroles. J'ouvre la fermeture éclair du porte-document, sortant une pile de feuilles de calcul soigneusement imprimées. 9 ans de transactions financières exposées en noir et blanc. Je les fais glisser sur la surface en noyer poli, regardant leurs yeux suivre le mouvement. 130 000 €. Je tapote le chiffre final encerclé en rouge. C'est ce que j'ai donné à cette famille depuis mes 25 ans, sans compter le cautionnement de votre hypothèque. Gérard jette à peine un coup d'œil au papier. La famille est de la famille. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas de l'aide. C'est du parasitisme. Le mot reste suspendu entre nous, tranchant et indéniable. Martine tressaille comme si je l'avais giflé. Je sors une déclaration dactylographiée du dos de mon porte-document. J'ai préparé ceci pour plus de clarté. Je mets fin à tout soutien financier de manière permanente. Les virements automatiques ont déjà été arrêtés. J'ai contacté la société de prêt hypothécaire pour retirer mon nom, bien que cela prendra plus de temps. Le visage de Gérard devient rouge foncé. Tu ne peux pas simplement te soustraire aux obligations familiales. Regarde-moi faire. Le visage de Claire se contracte, des larmes coulant sur ses joues avec une précision étudiée. Nous ne le pensions pas de cette façon. Tu déformes nos paroles. J'ai déjà vu cette performance, la lèvre tremblante, le sanglot dans la voix. Ça a fonctionné sur les professeurs, les petits amis et moi pendant des décennies. Pas aujourd'hui. Martine se serre la poitrine, sa voix baissant jusqu'à un murmure. La tension artérielle de ton père ne peut pas supporter ce stress. C'est ce que tu veux? Le mettre à l'hôpital?
Vous auriez dû penser à sa santé avant de décider que mes enfants méritaient de manger des restes sur le sol de la cuisine. La voix de Gérard se durcit. Je me demande ce que le patron de Julien penserait de ses problèmes familiaux. La stabilité mentale affecte les performances professionnelles, tu sais? La menace atterrit comme un coup de poing. Le poste de Julien à l'université est tout pour lui. Claire saute sur mon hésitation. Ça vaudrait peut-être la peine d'appeler les services sociaux. L'instabilité familiale soulève des drapeaux rouges. Martine acquiesce solennellement. L'abbé Dubois posait justement des questions sur votre famille dimanche dernier. La communauté de la paroisse remarque quand les gens arrêtent de venir ensemble. Leur attaque coordonnée me déséquilibre presque. Pendant un instant, j'ai de nouveau 8 ans, prise entre les accusations de Claire et le front uni de désapprobation de mes parents. La porte d'entrée s'ouvre. Les pas de Julien résonnent dans le couloir. Il apparaît à côté de moi, grand et solide. Sans un mot, il pose son téléphone sur la table et appuie sur play. La voix de Gérard remplit la pièce. Les métis seront toujours un peu différents. C'est juste la réalité. Claire suffoque. Vous nous enregistriez tous les deux. Les menaces ne changeront pas notre décision, dis-je doucement. Julien parle pour la première fois, sa voix calme et ferme. Nos enfants ne seront plus exposés à cela. Je rassemble les feuilles de calcul, les remettant dans mon porte-documents. Pas d'argent, pas de contact, pas d'exception. Gérard se lève de sa chaise, pointant un doigt vers Julien. C'est toi qui es derrière tout ça. Tu l'as monté contre sa propre famille. Julien ne bronche pas, Chloé prend ses propres décisions. Elle l'a toujours fait. La prise de conscience se répand lentement sur le visage de mon père. Ces tactiques habituelles diviser et manipuler ne fonctionneront pas cette fois. Nous sommes unis. Martine tend la main vers moi. Je recule. Nous avons terminé ici, dis-je, fermant la fermeture éclair du porte-document avec finalité. 2 mois plus tard, Sarah appelle avec des nouvelles de sa cousine qui fréquente la paroisse de mes parents. Ils ont manqué leur paiement hypothécaire. La banque a envoyé des avis. Je ne ressens rien d'autre qu'une douleur sourde là où vivait autrefois la culpabilité. La semaine suivante, le mari de Claire, Marc, appelle Julien. Ils sont en train de reprendre la voiture de Claire. Elle a appelé tout le monde pour des prêts. Julien me le dit pendant le dîner, observant attentivement ma réaction. « Comment te sens-tu à ce sujet ?» demande-t-il. Comme si je pouvais enfin respirer. 3 semaines plus tard, nous apprenons que Gérard a tenté de tirer parti de la sympathie de la communauté lors du repas de leur paroisse. Son histoire s'est retournée contre lui lorsqu'il a mentionné mon « abandon ingrat » à l'abbé Dubois, qui a posé des questions pointues sur les raisons pour lesquelles j'avais retiré mon soutien. 1 mois plus tard, Marc quitte Claire après avoir découvert des dettes de cartes de crédit cachées à son nom. Leur façade de banlieue s'effondre rapidement sans ma fondation financière. Je regarde tout cela à distance, une distance qui devient chaque jour plus confortable. Mon thérapeute le remarque en premier. « Tes épaules ne sont plus remontées jusqu'à tes oreilles », dit-elle lors de notre séance hebdomadaire. Cette nuit-là, Julien se glisse dans le lit à côté de moi, sa main trouvant la mienne dans l'obscurité. « Tu souris plus. Tu dors toute la nuit. » Vraiment ? Je ne t'ai pas entendu grincer des dents depuis des semaines. Les questions de Léo sur ses grands-parents se font moins fréquentes. Ces crises d'anxiété nocturne, que je n'avais jamais liées aux visites familiales, s'apaisent. Les œuvres d'art de Hugo se transforment progressivement. Les gribouillis sombres qui inquiétaient son professeur s'éclaircissent. Des bonshommes allumettes se tiennent la main, souriant avec des sourires démesurés. Au travail, je me surprends à prendre la parole en réunion sans répéter chaque mot dans ma tête. Mon patron le remarque. Votre présentation à l'équipe de direction était exceptionnelle. Nous envisageons de vous proposer le poste de direction supérieure. Un poste que je n'avais jamais brigué car les urgences familiales du week-end consommaient les heures supplémentaires nécessaires à l'avancement de carrière. Un mardi soir de juin, Julien étale des brochures sur la table de notre cuisine après que les garçons se soient endormis. Qu'est-ce que c'est, je demande. Des options de vacances d'été. Juste nous 4. Je fais une pause, attendant le nœud d'anxiété familier. Comment mes parents réagiront-ils si nous ne leur rendons pas visite? Quelle excuse apaisera Claire? Le nœud ne se forme pas. Au lieu de cela, une étrange légèreté remplit ma poitrine alors que je regarde des photos de plage,
de montagnes et de lacs. Les garçons adoreraient cette randonnée vers la cascade, dis-je en montrant une photo brillante. Le sourire de Julien s'élargit lentement. 4 billets, alors. Pas besoin de réduction pour famille nombreuse. Je m'appuie contre son épaule, sentant le rythme régulier de sa respiration. Juste nous. Juste nous, répète-t-il, ses bras encerclant ma taille. Le poids que j'ai porté pendant des décennies continue de s'alléger, une obligation à la fois. Je raccroche le téléphone plus fort que prévu, ma main tremblante. 5 mois que j'ai coupé les ponts financiers avec mes parents, et les appels continuent d'affluer. Cette fois, la voix de Martine avait ce tremblement répété, celui qu'elle utilise quand elle vise directement ma culpabilité. Nous ne pouvons pas survivre sans aide, Chloé. Nous avons dû vendre la maison. L'image de leur vaste maison de banlieue, celle pour laquelle j'ai co-signé, me traverse l'esprit, maintenant remplacée par un appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville, selon maman. Une partie de moi ressent une satisfaction tordue. La plus grande partie ressent le poids familier de la responsabilité qui m'écrase. Julien glisse une tasse de thé à côté de mon ordinateur portable sans commentaire. Ses yeux posent la question qu'il ne formule pas, ils ont déménagé dans un appartement, dis-je, en enroulant mes doigts autour de la tasse chaude. Maman dit qu'ils joignent à peine les 2 bouts. Il hoche la tête une fois, le visage neutre. Nous avons déjà joué cette scène. Mon téléphone vibre avec un texto. Claire, tu as eu ce que tu voulais. Heureuse maintenant? Maman a pleuré toute la nuit. Ils ont dû vendre la collection de timbres de papa pour payer le loyer. Tellement vindicative. Le mot brûle. Vindictive. Comme si les limites équivalaient à la vengeance. Il y a une réunion de famille dimanche, dis-je à Julien, en faisant défiler les textos de suivi de Claire. C'est Tati Patricia qui reçoit. Apparemment, je suis le principal sujet de conversation ces jours-ci. On y va? Demande Julien, son ton soigneusement égal. Je secoue la tête. Aucune chance. Mais Claire s'est assurée que je sache qu'ils font une collecte à la paroisse pour les besoins médicaux de maman et papa. Les guillemets me semblent enfantins, mais nécessaires. La tension artérielle de papa est devenue leur levier de pression favori. Julien s'assoit à côté de moi à la table de la cuisine, sa présence solide. Ton père m'a appelé hier. Ma tête se relève brusquement. Quoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je voulais voir comment ça se passerait. Il étend ses longues jambes sous la table. Il a laissé entendre qu'il pourrait contester le retrait de l'hypothèque. A dit quelque chose sur les options légales et les obligations familiales. De la glace se forme dans mon estomac. Peut-il faire ça? Non. Mais il pense que la menace fonctionnera. La sonnette retentit, nous surprenant tous les deux. À travers la fenêtre, j'aperçois le VUS argenté de Claire dans notre allée. Et maintenant? J'y vais, dit Julien, en me serrant l'épaule en passant. J'entends leur voix dans l'entrée. Celle de Claire, haute et tendue. Celle de Julien, basse et contrôlée. Puis ses talons claquant sur le parquet alors qu'elle le suit dans la cuisine. Nous devons parler, annonce-t-elle, sans même dire bonjour. Elle a l'air plus mince, le sac à main de créateur à son bras moins neuf que d'habitude. La réalité financière a commencé à mordre. Alors parle, dis-je, sans lui offrir de siège. Ses yeux se plissent. Ça a assez duré, Chloé. Le médecin de papa dit que sa santé décline à cause du stress. Maman peut à peine dormir. Je suis désolé de l'entendre. Non, tu ne le laisses pas, Claire rejette ses cheveux en arrière. Tu les punis parce que tu ne supportes pas la vérité. Qui est? Elle se penche en avant, la voix baissant. Que quand ces garçons grandiront, ils feront face à un monde qui les verra différemment. Nous les préparions. Mes doigts se serrent en poing sous la table. En les nourrissant par terre pendant que tes enfants avaient la belle vaisselle? C'était une seule fois. Ce n'était pas le cas. La certitude dans ma voix l'arrête. Et nous le savons toutes les deux. Claire se redresse, changeant de tactique. Maman dit que tu tues papa avec le stress. C'est ce que tu veux? Et quand tes garçons seront plus grands, je m'assurerai qu'ils sachent exactement pourquoi leur grand-père est mort. La menace plane entre nous. Je sens Julien se raidir à côté de moi. Mais il reste silencieux, me laissant gérer ma sœur. Autre chose, je demande.
Ses yeux oscillent entre nous, cherchant des failles. N'en trouvant aucune, elle attrape son sac à main. Toute la famille sait ce que tu fais. Tout le monde à la paroisse. Même les voisins. Ils voient tout ce que tu es vraiment. Après son départ, la pression de céder juste cette fois, juste un peu d'argent pour les aider me submerge presque. Le rôle familier de réparatrice m'attire comme une vieille dépendance. La main de Julien couvre la mienne. Ils ont survécu avant toi. Ils survivront maintenant. Je hoche la tête, bien que les mots semblent creux face à 20 ans de conditionnement. Cette nuit-là, Léo se glisse dans le lit entre nous pendant un orage, son petit corps blotti contre mon côté. Après que le tonnerre se soit calmé, il reste éveillé, pensif de cette manière qui le fait toujours paraître plus vieux que 8 ans. « Maman » murmure-t-il. « C'est parce que papa est noir ?» La question me coupe le souffle. Dans la faible lueur de la veilleuse, je vois Julien se figer de l'autre côté du lit, les yeux ouverts mais impénétrables. « Pourquoi demandes-tu ça, chérie ?» je parviens à dire. Léo gratte un fil lâche sur la couette. Papy a dit à Lucas que les enfants comme moi et Hugo doivent travailler 2 fois plus dur à cause de notre père. La vérité est sur le bout de ma langue, luttant avec la protection. Je regarde Julien, dont la douleur est visible même dans l'ombre. Oui, chérie, dis-je finalement. Certaines personnes ont l'esprit étroit, même les gens qui sont censés t'aimer. La main de Julien trouve la mienne par-dessus le corps de notre fils. Même mamie et papy ? La voix de Léo est petite. Même eux, je confirme. Mais c'est leur problème, pas le tien, et c'est pourquoi nous ne leur rendons plus visite. Plus tard, après que Léo se soit endormi, Julien et moi sommes assis à la table de la cuisine, parlant à voix basse. Il me parle des commentaires au fil des ans, des pics subtils, des blagues qui n'en étaient pas vraiment, de la façon dont mon père le présentait comme « le mari de Chloé » plutôt que par son nom. Je ne t'ai pas tout dit, admet-il. Tu te sentais déjà prise entre 2 feux. La révélation cimente quelque chose en moi, une certitude qui se formait depuis des mois. Nous faisons ce qu'il faut. 6 mois après la confrontation initiale, Julien rentre à la maison avec une nouvelle inattendue. Ton père a appelé. Il veut qu'on se voie pour un café. Son expression est prudente. Juste moi. La rencontre a lieu dans un café neutre du centre-ville. Je passe l'heure à faire les 100 pas dans notre cuisine, sursautant quand la porte s'ouvre enfin. Le visage de Julien ne trahit rien alors qu'il pose ses clés sur le comptoir. Ton père s'est excusé. Je cligne des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Pourquoi exactement ? Pour la façon dont il m'a traité. Les garçons. Il secoue la tête, l'air hébété. Il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi depuis qu'ils ont déménagé. A réalisé certaines choses sur lui-même dont il n'est pas fier. Le lendemain, Martine appelle, sa voix dépourvue de la manipulation habituelle. Nous aimerions essayer une thérapie familiale. Nous tous. Nous avons eu tort, Chloé. Nous voulons reconstruire, pas pour l'argent, pour la famille. Le scepticisme familier monte. L'argent ne reviendra pas, dis-je fermement. Aimer mes enfants ou rester à l'écart. Ce sont les seules conditions. Je comprends, dit-elle. Et pour une fois, je pense qu'elle pourrait le faire. Dans les mois qui suivent, mon journal d'incidents devient un outil de guérison lors de nos séances de thérapie familiale. Les dossiers financiers montrant le schéma d'exploitation restent dans un dossier sur mon bureau protection, pas munitions. Les enregistrements documentant leur racisme restent sur mon téléphone, non lumé conservé. Gérard rejoint un groupe local sur les préjugés inconscients, sa participation choquant tout le monde, y compris lui-même. Martine pleure lors de notre 3e séance. Un pleur brut, laid, que je n'ai jamais vu de ma mère toujours si composée. J'ai été élevée avec ses croyances, admet-elle. Je veux être meilleure. Les progrès de Claire sont plus lents. Elle assiste aux séances mais parle peu, ses défenses sont plus élevées. Pourtant, au 3e mois, même elle commence à reconnaître le mal qui a été fait. Nous nous retrouvons pour dîner dans un restaurant à prix modéré pour marquer 3 mois de thérapie. Pour la première fois de ma vie d'adulte, tout le monde paie sa propre addition. Pas de regard subtil dans ma direction quand l'addition arrive. Pas de voyages opportuns aux toilettes à l'approche du serveur. En regardant mon père expliquer les règles du football à Hugo de l'autre côté de la table, je réalise que la dynamique du pouvoir a changé de façon permanente. Non pas par vengeance,
comme Claire m'en avait accusé, mais par la vérité, par des limites qui auraient dû être établies il y a des années. En partant, Martine me touche le bras. Merci de nous donner une autre chance. Je hoche la tête, pas tout à fait prête à pardonner complètement, mais reconnaissant le chemin parcouru. Ce n'est pas pour moi, je lui dis, en regardant mes fils marcher devant avec leur grand-père. C'est pour eux. Ils méritent des grands-parents qui les voient. Entièrement. Elle suit mon regard, quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose qui ressemble remarquablement à de la compréhension. Je me penche en arrière sur ma chaise à l'auberge du Pont-Neuf, un restaurant modeste avec un éclairage chaleureux et un léger parfum de romarin dans l'air. Un an s'est écoulé depuis ce jour dans la cuisine de mes parents, le jour où tout a changé. Maintenant, mon regard parcourt la table où Gérard écoute avec un intérêt sincère Léo décrire son dernier projet artistique. Alors, je mélange le bleu et le jaune, explique Léo, ses mains bougeant avec animation, et ma maîtresse a dit que mes arbres ressemblaient exactement au vrai dehors par la fenêtre. Gérard hoche la tête, ses yeux se plissant au coin. C'est du talent, mon grand. Peut-être que tu pourrais me montrer comment peindre des arbres un de ces jours? La question ne contient aucune arrière-pensée, aucune approbation conditionnelle, juste un grand-père qui veut partager la passion de son petit-fils. À côté d'eux, Martine se penche vers Hugo, le bombardant de questions sur sa saison de foot. Et tu as arrêté ce tir? Juste devant le but? Hugo rayonne, la colonne vertébrale droite de fierté au lieu de tension. Le coach dit que j'ai un bon œil pour suivre le ballon. À la table des enfants à proximité, les enfants de Claire et mes garçons échangent des blagues et des frites avec une camaraderie facile. Pas de hiérarchie, pas de positionnement subtil, juste des cousins qui apprécient la compagnie les uns des autres. Le cadre reflète presque exactement ce premier dîner, la famille réunie autour d'un repas, et pourtant, tout a changé. Hugo partage sa récompense de projet scientifique sans chercher de validation sur nos visages. Léo raconte des histoires sans ce regard nerveux que je connaissais si bien, vérifiant si quelqu'un écoutait vraiment. Gérard se tourne vers Julien. Comment avance ce nouveau projet? L'initiative pour le logement durable? Julien explique, et Gérard pose des questions de suivi qui montrent qu'il a été attentif tous ces mois. Martine partage son attention équitablement entre les 4 petits-enfants, aidant Lucas avec sa serviette à un moment et louant le dessin de Hugo le suivant. Claire croise mon regard de l'autre côté de la table. Le sentiment de droit qui assombrissait autrefois ses traits s'est adouci en quelque chose qui ressemble à de la gratitude. Elle travaille maintenant, son premier emploi à temps plein depuis des années, et l'accomplissement lui va bien. Quand l'addition arrive, tout le monde sort son portefeuille sans discussion. Plus de déséquilibre financier, plus d'obligations tacites. J'ai la mienne, dit Claire, en glissant sa carte dans le dossier. Le serveur apporte des additions séparées sans qu'on le lui demande. Nous sommes venus assez souvent maintenant pour qu'ils connaissent notre routine. Plus tard, alors que nous rassemblons nos affaires, Julien se penche près de moi. Tu te tiens plus droite maintenant, murmure-t-il, son souffle chaud contre mon oreille. Je serre sa main. Je connais enfin ma valeur. Dehors sur le parking, Martine me prend à part pendant que les autres aident les enfants à mettre leur veste. Perdre ton soutien a été la meilleure chose qui nous soit arrivée, dit-elle, sa voix ferme d'une sagesse durement acquise. Ça nous a forcés à voir ce qui comptait. Je hoche la tête, sachant que nos séances de thérapie familiale mensuelle continuent de révéler une croissance surprenante, surtout de la part de Gérard. Son travail pour affronter ses préjugés est plus profond que ce que nous attendions tous. Martine et la mère de Julien, Françoise, se retrouvent régulièrement pour un café maintenant, partageant des histoires de petits-enfants et des recettes. Même Claire progresse régulièrement, bien que plus lentement que les autres. Le trajet de retour est paisible. Dans le rétroviseur, Léo murmure quelque chose qui fait éclater de rire Hugo dans son rehausseur. La main de Julien trouve la mienne sur la console, son contact familier est rassurant. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait, dis-je doucement, en regardant mes garçons dans le miroir, a été d'apprendre à mes garçons que le respect ne s'achète pas et que l'amour ne vient pas avec des conditions. Les doigts de Julien se resserrent autour des miens alors que je conduis vers la maison, vers la vie que nous avons construite sur la vérité plutôt que sur le compromis. Sur la banquette arrière, mes fils rient librement, libérés des attentes qu'ils n'auraient jamais dû porter. Et dans ce simple son, j'entends notre victoire.